la franc-maçonnerie existe depuis plusieurs milliers d'années. Beaucoup des pères fondateurs des États-Unis étaient des francs-maçons. Et je te dirais aussi au Canada. Y a-t-il un risque avec le fait que tu parles ici aujourd'hui? Au cours de la conversation, il rentre dans son veston, il sort un morceau de papier et dit « Appelle Maryse ». Moi, j'étais tellement fasciné par tout ça, j'ai dit « OK, je vais appeler ». Puis là, on t'offre la possibilité de faire partie d'un ordre secret. Donc là, tu te sens « Wow, hey, je suis une personne importante ». Mais ils sont très riches, hein, je pense. Mais ça, on n'apprend pas ça aux débutants. Parce que si la franc-maçonnerie te montrerait ce que c'est réellement, tu quitteras en criant. Tu fais bouillir la grenouille au très ralenti. On va rencontrer une personne dans une petite pièce pas très bien éclairée pour faire notre paiement. Et on doit dire « je veux avancer » ou quelque chose du genre. Je reçois une lettre par la poste me disant que mon initiation serait X date, une petite place sur la rue Ontario. De l'extérieur, tu ne le reconnaîtrais jamais. On arrive là, on nous demande « OK, vous devez enlever tous vos bijoux. » On nous met un bandeau sur les yeux. Et puis là, on vient chercher. Et là, on commence à enlever des vêtements. On relève un de tes pantalons. On commence à mettre des cordes sur ton corps. Il y a des cris, des hurlements qui se font. T'as-tu peur de mourir? Ils demandaient à tout le monde leur carte d'assurance maladie. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un ACV ou quelque chose durant le rituel? Puis là, il y a quelqu'un, ce qu'on appelle le frère terrible, qui est un interrogateur. Et en réalité, c'était un policier. Dit, OK, envoyez le candidat sous terre. Roulez le cadavre là, lavez-vous les mains. C'est fait. On retourne chez moi. J'ai eu comme un mauvais pressentiment, comme j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. Et j'aurais tellement dû écouter cette voix. C'est là que j'ai compris Ça a cliqué. dans quoi j'étais embarqué. Alright, what's up pour de vrai? What's up Patreon? Épisode exclusif, c'est la première. On est le 11 juin présentement. Fait que si tu vois ça le 21 juillet ou après que tu es sur YouTube, dis-toi que tu aurais pu le regarder il y a 6 semaines. Fait que si vous voulez nous supporter, allez vous abonner à Patreon. Je sais pas ce que tu fais. Tu fais-tu like, share, follow sur Patreon? Comment ça marche? Tu t'abonnes puis t'as de l'exclusivité. Dans le fond, c'est comme un paywall. Dans le fond, fait que tu payes puis t'as des exclusivités. Nous autres, on veut vous sortir ça. On va sortir les épisodes 6 semaines d'avance. Puis ça vous donne une opportunité de nous supporter. Fait que on apprécie beaucoup le support. Tous ceux qui sont sur Patreon, merci, c'est très apprécié. Vraiment, c'est la meilleure façon de nous encourager. Ouais, fait que là, pour revenir, on va faire un bref recap, mais ça a été, je pense, dans peut-être mon podcast préféré à date. Pour vrai? Ouais, j'ai vraiment aimé la conversation. Ça touche vraiment un sujet que j'aime. Parler du dark side, j'imagine, de tout ce qui se passe dans le monde. Tu sais, c'est un peu ça. Avant de venir à Jésus, j'étais fan d'Andrew Tate parce qu'il disait comme il y a du evil qui se passe dans le monde pis tout. Puis là, je l'écoute plus à ce jour, là, mais j'aimais ça, là. Puis là, c'était comme voir quelqu'un qui était dans les francs-maçons. C'était fou. Je connaissais pas vraiment ça. Là, on le connaît plus, il va l'expliquer plus en détail. Puis aussi, ce qui m'a tellement surpris, pour ceux qui connaissent mon témoignage, que je suis allé faire de l'ayahuasca, c'est ça qui a fait de mon éveil spirituel, tu sais. Mais au final, j'ai réalisé à quel point c'était démoniaque comme activité, mais c'était fou les parallèles qu'il y avait avec mon expérience avec l'ayahuasca. Mais je pense que l'ennemi fonctionne pas mal tout le temps de la même façon, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a des systèmes, puis il opère là-dedans. Fait que c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. C'était une très belle conversation. Honnêtement, j'ai rien d'autre à dire. Je sais que vous allez aimer ça à la maison. Merci à tous ceux qui tune in encore une fois cette semaine. C'est grandement apprécié. Like, subscribe, commentez, you know the drill. On s'en va voir Vic. Ouais. Puis si vous demandez ça a l'air de quoi avant qu'on parte un franc-maçon, ça a l'air de ça. Ben. Ça a l'air de ça. Alright, bonne écoute. Un gros merci. On s'en va plus tard. Saint-Jacques avec AgentCivil2.ca. Patreon! Fait que
N-A-N-O, Équipe Nano? L'équipe Nano, une entreprise qui, dans le fond, ce qu'ils font, eux, c'est un produit qu'ils ont développé, une nanotechnologie. Puis ça t'empêche à la place de payer 15 000 $ pour changer ta toiture. Tu mets ça, dans le fond, sur un spray, puis c'est comme 2500 ou 3000, je pense. Fait que tu sauves là, pour environ, comme, je pense, 20% du prix que ça coûterait une nouvelle toiture. Tu peux donner 5, je pense, c'est 10 ans de plus à ta toiture. Puis eux, ils ont contacté Trompette Média, dans le fond, puis là, vous vous occupez de tout? On a commencé les réseaux sociaux. Alors, 5 premières vidéos, ils ont accumulé 1 million de vues organiques. Après 10 jours, on a lancé une publicité. Il y avait un coût par lead de genre 7 $. Puis c'est absolument incroyable. Là, en ce moment, ils reçoivent genre on met pas un gros budget de pub. Là. Puis ils ont déjà reçu plus que comme 125 demandes de soumission organiques, un autre 100 publicitaires. Puis on a commencé ça il y a 3 semaines, dans le fond. Fait que 225 leads en 3 semaines avec Trompette Média. Exactement. Mais ça, c'est juste bon pour les business. Ben non, parce que dans le fond, ce qui est le fun, c'est qu'avec agencybuilder.ca, ben justement, ce service-là, nous, on l'apprend aux gens à le vendre. Parce que, je te donne un exemple, Équipe Nano, là, ils vont nous payer plusieurs milliers de dollars par mois. Mais eux, c'est facile pour eux, ils voient un retour sur investissement. OK, je leur charge maintenant 4 000 $, puis eux, ils ont 30 000 $ de contrat qui rentrent. Mais t'es pas stupide, si je te dis, Mané, de moins 4 000, je te redonne 30 000 la semaine prochaine, faut vraiment le faire. J'embarque. Exact. Fait que c'est la même chose. Fait que là, maintenant, c'est facile de closer des clients quand tu as ce genre de résultats-là. Puis on apprend aux gens avec Agency Builder à faire la même chose, dans le fond. Fait que comment tu peux bâtir une compagnie de production vidéo, amener une offre de service de vidéo qui va amener le même genre de résultats à ces entreprises-là. Puis tu sais, mettons, moi, on couvre pas mal le Québec, mais plus Rive-Nord de Montréal. Mais quelqu'un qui est au Saguenay, quelqu'un qui est à Rimouski, quelqu'un qui est à Gaspé, chaque ville devient un nouveau marché potentiel. Il y a des business de toiture dans toutes les villes, mais on peut pas, à nous seuls, couvrir toutes ces villes-là. Fait que c'est là qu'Agency Builder rentre en marche, puis qu'on apprend aux gens à bâtir un système qui va être profitable, puis qui leur prendra pas non plus 70 heures par semaine à construire leur propre business. Fait que si t'es en région, ou même si t'es à Montréal, parce qu'il reste plein de business à Montréal, mais si t'es en région, contacte agencybuilder.ca. Ils vont t'apprendre à faire du montage. Si tu sais déjà le faire, ils vont juste t'aider à scale ta business puis aller aider d'autres compagnies comme Nanotechnologie. Exactement. Puis si une entreprise écoute cette vidéo-là, que tu sois au Québec ou sur la Rive-Nord de Montréal ou à Montréal, peu importe où ce que t'es, puis t'aimerais savoir le même genre de résultats que Équipe Nano a eu, autant au niveau organique que publicitaire, tu vas aller chercher plus de clients puis commencer à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, tu as à contacter puis aller sur notre site web à trompettemedia.ca. Pour de vrai. John, je t'ai dit dans le show que j'avais une grosse question à te poser. OK. Est-ce que les pots maçons, ça vient des francs-maçons? Honnêtement, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je me suis toujours demandé ça. Ça me trottait dans la tête. Puis je suis toujours pas plus éclairci. Et voilà. Si vous le savez dans le chat, écrivez-nous. Quelle déception. Je te l'avais dit qu'il était un peu stupide. Et comment ça va, John? Ça va bien, toi? Ça va super bien. J'ai fait 40 minutes de char avec toi pour t'en venir, mais... Et pourtant, on a évité de parler de toutes sortes de sujets très juicy pour justement garder le punch de l'entrevue. Exactement. Fait que j'ai vraiment hâte. Toi, Manny, comment ça va? Ça va super bien. J'arrive de mon banquet de graduation, ce qui explique pourquoi je suis habillé comme ça. Ouais, tu viens de graduer. Fini. Ton internship est fini. Non, mon internship, il reste 3 mois. Bon, ben, mais pourquoi tu viens de graduer, dans le fond? C'est parce que tu veux graduer en... Si vous le savez, écrivez-le dans le chat. OK. OK. Bon, ben, let's go. Fait que t'as un gros témoignage. Il y a beaucoup de sujets abordés, fait qu'on va rentrer direct dedans. Mais juste avant de commencer dans ton témoignage, peux-tu expliquer à tous ceux qui ne savent pas c'est quoi un franc-maçon? Un franc-maçon. Je vais essayer d'utiliser le tuilage qu'on utilisait dans la loge pour vous l'expliquer. La franc-maçonnerie, c'est un culte qui a appris aux premiers hommes à rendre hommage à la divinité. OK. Sur la surface, on dirait « Ah, ben c'est pas si mal, on rend hommage à la divinité », mais on nomme jamais le nom de Jésus, on nomme jamais le nom de Yahvé. C'est assez large comme propos. C'est une divinité indéfinie. Voilà. Mais en réalité, elle est définie, c'est juste que c'est pas le Dieu qu'on voudrait penser que c'est. OK. Ça existe depuis combien de temps, la franc-maçonnerie? OK. Ça, c'est une question assez compliquée à répondre parce que il y a les réponses officielles qui disent que la franc-maçonnerie a été inventée en 1717 dans un pub à Londres. Dans un pub? Dans un pub.
la réalité... Ils servaient leur drink dans un pot maçon. Stay tuned! Ça vient juste de commencer! Ce qu'on nous apprend en loge, c'est que la franc-maçonnerie existe depuis plusieurs milliers d'années. Ça ne s'appelait pas la franc-maçonnerie au début, mais que ça vient du Liban. Ah ouais? Dans les loges maçonniques, on utilise un calendrier différent du monde ordinaire. Pour eux, on serait dans l'année 6025 et non 2025. Est-ce que ça, c'est à peu près le calendrier juif? Ou pas tout à fait? Mais si tu remontes à 6000 ans, il y aurait un événement qui se serait produit dans le Jardin d'Éden. Voilà. OK. Fait que ça, c'est l'origine. Pourquoi? Fait que là, mettons qu'on part de l'idée que c'est anglais. Fait que là, ça part. Moi je te donne mes points de référence. Le Freemasonry, là, c'est quoi le film avec Nicolas Cage? National Treasure. National Treasure. Fait que tu sais, ça, j'ai vu ce film-là. Okay. Il y a l'œil. L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout, le compas sur le billet, puis toute la patente. Là. George Washington, c'était un Freemason. Benjamin Franklin aussi. Lui aussi. Probablement Thomas Jefferson, mais on n'est pas sûr à 100%. OK. Donc, beaucoup des pères fondateurs des États-Unis étaient des francs-maçons. OK. Et je te dirais aussi au Canada. Ah oui? Il y a quelque chose que j'ai vu justement il y a peut-être 2 jours qui m'a choqué un peu. C'était au Parlement, le Parlement canadien. Et puis, si tu regardes le rituel d'ouverture, je me dis, mon Dieu, c'est maçonnique. Ah oui? C'est comme l'Assemblée nationale. Je me souviens avoir visité le temple maçonnique au coin de Sherbrooke. Est-ce que c'est Saint-Mathieu? Saint-Mathieu. C'est comme une église. C'est un gros building. OK. Ouais. OK, ça, je savais pas. Puis il y a environ 100 loges maçonniques là-dedans. Mais toutes les loges maçonniques louent cet édifice. Ça appartient pas aux francs-maçons. Ça appartient à la municipalité. 2 questions. OK. J'en ai plein, mais j'en ai avec 2, mettons, pour regarder ça simple. C'est quoi la différence entre une loge? Fait qu'une loge, c'est pas nécessairement le building. C'est comme un groupe de personnes? C'est comme une église. C'est pas nécessairement un building. C'est une assemblée de personnes. Vous êtes seulement 30, 40 par loge, tout ça? Ça dépend. Moi, je te dirais que sous l'égide de la Grande Loge, on avait 3 loges et chaque loge, la plus grosse, avait environ 60 quelques personnes, OK. mais c'était la plus vieille des loges. Et les 2 plus récentes avaient environ 22 à 30 personnes. Puis c'est quoi? Est-ce que chaque loge a un but différent, genre, une mission différente? Chaque loge a une spécialité. Et moi, je pourrais dire ça ici. Chaque loge a sa spécialité. Il y en a qui spécialisent plus dans le rituel, d'autres dans la recherche. Et je pense que c'est pour ça que les noms des loges sont choisis par rapport au thème qu'ils utilisent. C'est quoi les rituels? OK. Ça, c'est un peu plus difficile à expliquer. La franc-maçonnerie, lorsque tu entres en loge, c'est pas comme entrer dans un bureau. Ouais. Il y a tout un processus, un rituel spécifique qui est fait à l'entrée et à la sortie. Fait que tu veux dire juste rentrer dans le building ou de rentrer et faire partie du groupe? Entrer dans la loge propre, c'est-à-dire l'enclos où on fait ce qu'on appelle nos travaux. Fait que c'est pas devenir membre, là. C'est juste vraiment, à chaque fois que tu rentres, il faut que tu fasses des choses. Ouais. Et pas n'importe qui peut accéder, c'est une société quand même. Eux préfèrent dire une société discrète, mais en réalité, c'est une société secrète. OK. Y a-t-il un risque avec le fait que tu parles ici aujourd'hui? Pas ce que je sache. OK. Écoute, moi, je suis protégé par Dieu. Amen. Donc, j'ai pas peur de dénoncer ce que je veux dénoncer. Moi, je mets toute ma confiance en Dieu. Comment? Amen. Fait que venons-y. Fait que de ton enfance, qu'est-ce qui t'a mené à vouloir devenir franc-maçon? OK. Bien, premièrement, je dois commencer par dire que j'ai eu une enfance assez troublée. Probablement que Manny comprendrait ce point-là. Il y avait énormément
de violence physique, psychologique. Les gens criaient beaucoup. Donc, c'était pas un endroit très, très propice pour élever des enfants. Donc, j'étais quand même un enfant relativement malheureux. Ah ouais? Puis je pense que ça se voyait. Je me souviens, une fois, j'étais au secondaire, je pense secondaire 3. Le cours n'avait pas commencé. J'étais assis à mon bureau. Puis il y a quelqu'un qui est passé pour me dire bonjour. Puis moi, j'ai juste grogné, comme d'habitude. Comme d'habitude. Cette personne est allée parler à quelqu'un d'autre. J'ai entendu leur conversation. Puis il a dit, il est toujours en... Puis il avait raison. J'étais toujours... J'étais bien déprimé, ou triste ou en colère contre quelque chose. Ça, c'était comme... Ça, c'était l'histoire de ma vie. Je me droguais avec de la nourriture. Il y a certaines personnes qui vont vers l'alcool, les drogues dures. Moi, c'était la nourriture. Et... Ben, c'est bon que tu en parles parce que je pense qu'on n'a jamais reçu quelqu'un comme on a reçu du monde qui consommait avant, du monde qui tombait dans l'industrie du sexe, peu importe, mais on n'a jamais parlé de quelqu'un qui sa drogue qui médicamentait avec, c'était la nourriture. Parce que c'est tellement quelque chose qu'on consomme à tous les jours. C'est pas comme, mettons, de la cocaïne. Il y a des temps spécifiques où tu peux t'en servir. Tu peux manger de la nourriture n'importe quand, avec des gens tout seuls. Et je pense que c'est ça qui était le gros danger là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui est tellement bénin en apparence. Il est acceptable socialement aussi, tu sais. Voilà. Il y a personne qui va dire, ben là, ils vont faire une blague peut-être, mais c'est pas... Si tu manges 3 steaks, ils vont dire, t'as un bon appétit, tu sais. C'est pas comme faire une ligne de coke sur la table. T'as tout compris. Alright, gang, on va revenir dans l'épisode dans quelques secondes. Mais avant de continuer, on veut remercier tous ceux et celles qui supportent le podcast. Si pour de vrai t'as inspiré ou encouragé, on t'invite à devenir membre aujourd'hui. C'est vos contributions qui nous permettent de continuer à avoir des conversations importantes en restant fidèles à nos valeurs puis à nos principes. Puis en plus, en devenant partenaire, tu vas avoir accès aux épisodes 6 semaines d'avance sans publicité YouTube. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dans le lien dans la description. Alright, merci. On en retourne à l'épisode. Est-ce qu'il y avait des problèmes de poids? Avant ma transformation en 2017, j'avais comme, je pense, 45-50 livres de plus. OK. Donc, j'étais quand même assez obèse. OK. Et lorsque Jésus m'a trouvé, il y a eu une transformation. Mais là, on touchera à ça plus tard. Ouais. Donc, c'est ça. J'étais un ado qui était comme jamais vraiment de bonne humeur, toujours déprimé. Et je me disais que, écoute, lorsqu'on meurt, ben, tu pourris dans la terre comme n'importe quel animal. Et ça, c'était ma vue sur le monde. Il n'y avait rien de vraiment bien ou mal, c'était juste des perspectives. Et je vivais ma vie comme ça. Mais à un moment donné, j'ai commencé à avoir des intérêts, à faire des recherches, parce que au début des années 2000, on commençait à avoir YouTube. Tu pouvais faire des recherches sur n'importe quel sujet. Et il y avait beaucoup de vidéos de personnes qui étaient mortes, qui étaient revenues, qui parlaient, qui donnaient un témoignage de tout ça. Et je trouvais ça fascinant parce que il y avait des situations où tu pouvais dire, ah, OK, ben ça, il y a sûrement une explication rationnelle pour ça. Mais il y a toujours des restants, des témoignages où tu vois que non, il y a quelque chose que plus, il y a plus que juste le physique. Il y a quelque chose de spirituel. Et au début des années 2000, ma sœur, qui était déjà dans le mouvement Nouvel Âge, m'avait prêté un livre appelé Buddha's Brain, qui apprend aux gens comment méditer. OK. Et c'est à ce point-là où j'ai commencé à voir des phénomènes assez étranges. Je pouvais voir de temps en temps, dans le coin de ma vision, des points lumineux. Un peu comme une journée ensoleillée, ta montre attrape le reflet du soleil, envoie un petit faisceau lumineux contre le mur, tu vois un point pendant une fraction de seconde, c'était comme ça. Et
ça changeait pas qu'il y avait beaucoup de luminosité ou pas. Donc, je voyais ces points lumineux-là dans le coin de ma vision. Et je me disais peut-être que c'est un phénomène... Paranormal? Non! Au début, je pensais que c'était quelque chose de physique par rapport à ma vision, mais j'ai commencé à comprendre par après qu'il y avait un événement paranormal qui se produisait. J'avais aussi des frissons. Genre, t'es tout seul le soir, puis tu ressens qu'il y a quelqu'un derrière toi, mais tu te retournes, il y a rien. Certaines présences. Certaines présences. Et Ça te faisait-tu peur? non, c'est ça qui était bizarre, c'est que moi, je trouvais ça fascinant. Parce que c'était pour moi une preuve qu'il y avait quelque chose de plus que juste le monde physique. Ouais. Donc, pour moi, c'était fascinant. Je voulais en savoir plus. Est-ce que c'est parce que le monde physique te rendait comme malheureux? Est-ce que pour ça que tu penses que tu avais une fin? Probablement. J'ai jamais vraiment réfléchi là-dessus, mais c'est fort possiblement parce que j'étais tellement malheureux que d'apprendre qu'il y aurait quelque chose de plus que ce qu'on peut toucher, ressentir, existait. Qu'il y aurait un monde au-delà de notre monde. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Donc, c'est ça. J'ai commencé à expérimenter avec ça. J'ai fait non seulement de la méditation, mais j'ai aussi commencé à toucher au chamanisme. Explique. Chamanisme, c'est pas comme... Ben, tu sais, quand j'ai fait de l'ayahuasca, il y avait des chamans qui chantaient des chansons qui augmentaient l'effet de l'ayahuasca, qui faisaient combattre le démon, puis ils se connectaient avec toi pour combattre ça. Mais qu'aujourd'hui, je regarde ça, puis c'est juste they're casting spells on you. Tu sais, c'est comme littéralement ça qu'ils font. Ouais, c'est comme de la magie autochtone. C'est ça un chaman? Non? Non, c'est assez exact. Okay. Donc, ce qui est arrivé, c'est que ma sœur m'avait présenté à un chaman. OK. Et je suis allé chez lui, et soudainement, il est venu rouge comme une tomate. Puis il a dit, il y a une entité ici qui veut absolument te parler. Il dit que je dois t'amener dans un voyage chamanique pour que tu puisses rencontrer des entités. Oh, yes, c'est taxi! mais quand t'es à un stade que t'es tellement dépressif, t'es comme, peu importe, anyway, j'ai même pas le goût de vivre en ce moment, fait que ça va être ça ma prochaine. Mais puis il y a une ouverture aussi, j'ai l'impression déjà, tu sais, fait que tu viens, tu lis des livres puis tout. Exactement, c'est parce que pour moi, tout ça, comme j'ai dit, c'est fascinant. Je voulais en savoir plus. J'avais pas peur parce que ces entités ne m'avaient jamais attaqué. OK. En tout cas, je vais en parler plus tard. Fait que là, j'arrive, le gars fait brûler de la sauge pour me purifier. Et puis, il commence avec son tambouret à jouer un rythme spécial qui induit un niveau de conscience supérieur, si on peut le dire ainsi. OK. Et j'ai fait un voyage chamanique. Je me suis retrouvé dans une place, un enclos, avec des entités qui étaient non humaines. Physiquement? Puis non, c'est spirituel. C'est spirituel. Mais t'as rien consommé? Non. Juste... Ah ouais? Ouais. OK. Et on m'a présenté à une famille spirituelle d'autres entités. OK. Et j'ai vu ça. Et moi, c'était « wow! OK, il y a vraiment quelque chose ici. Il y a quelque chose de spirituel. Il y a un monde spirituel. C'est intéressant. Je vais en savoir plus. » Donc... Fait qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal, dans le fond. C'est quelque chose de nouveau, puis je suis juste curieux d'en apprendre plus. Exactement ça. Exactement ça. Et même, je te dirais, en franc-maçonnerie, il y a quelque chose qui, maintenant, me donne des frissons. Et on me disait que, écoute, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste l'expérience. Ah. C'est beaucoup ce que le monde dit aujourd'hui. Le New Age, c'est ça. Mais même le monde, là, tu sais, les gens, on passe pas de jugement sur rien, c'est chacun vit son expérience. Voilà. Tant que ça te rend heureux. Juste avant d'avancer, parce que tu as mentionné, il y a eu un rythme de musique. À quel point l'importance d'écouter, genre la musique puis le rythme de la musique. Fait que je sais que, je me rappelle plus aussi que j'avais entendu ça, mais la musique démoniaque va utiliser un certain type de fréquence pour pouvoir pour t'ouvrir des portes, justement, à recevoir plus de démons. Ça serait-tu une genre d'affaire de même? Possiblement. C'était vraiment un rythme très constant de bom, 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 qui induit cette vision. Parce que, tu sais, comme si ils ont réussi à
donner cette vision-là à travers la musique, ça veut dire qu'il y a vraiment une importance qu'on doit mettre sur la musique qu'on écoute de nos jours. Absolument, absolument. Je peux te dire d'expérience qu'il y a des chansons très populaires qui viennent directement du diable. Ben oui, oui, oui. Ben ça, on en a parlé justement dans le podcast avec Raph, là, puis on parle de comme justement, il y a beaucoup d'artistes, des gros artistes qui font des rituels sataniques pour que leur musique perce, tu sais. Parce qu'eux autres, ils veulent du pouvoir dans ce monde. C'est ça qui les intéresse. Ils ne pensent pas à la vie après la mort. Ils veulent du pouvoir maintenant. Tu sais. Voilà. Mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un... Moi, j'écoute là. Je vous écoute, puis je me dis... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit... Ils sont complètement fous, ces gars-là. Ils font, tu sais, ils voient des affaires qui sont... Voilà. Écoute, j'étais de cet avis. Simple. Au début, je pensais que tout ça, c'était de la foutaise. Que c'était pas réel, que c'était truqué, que c'était l'imagination de quelqu'un. Mais l'ayant expérimenté et ayant été attaqué par l'université, je peux te dire que c'est très réel. Ouais. Hein? Fait que ma deuxième question, ce serait qu'est-ce que tu dis à la personne qui vit peut-être des attaques, qui vit des choses, mais qui se dit « Ah, c'est rien, ça fait partie de mon expérience naturelle. » Comment tu identifies une attaque? Ouf! Ça, c'est parce que c'est très large. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire. Il peut y avoir des maladies qui viennent très, très, très graduellement. D'autres problèmes de santé. Il peut y avoir des... mettons, tu es en couple, tout baigne dans l'huile, et là, soudainement, tu commences à vraiment plus te tirailler avec la personne. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Toutes sortes de choses qui vont mal dans ta vie. Genre, t'enregistres un podcast. Là, finalement, quand c'est terminé, tu réalises que, ça n'a pas enregistré. Il y a quelque chose qui a mal fonctionné. Je sais, Léo. Léo, c'est une attaque. Mais plus souvent... Une fois. Cette semaine. Mais plus souvent que pas, ça va être des problèmes de santé. OK. Fait que des attaques physiques sur le corps. Des attaques physiques sur le corps. Il y a des gens, moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai vu des témoignages de gens qui ont été attaqués physiquement par des entités qui avaient des égratignures qui ont saigné sur leur corps. Ouais. Tu vas voir aussi, lorsqu'il y a une présence démoniaque, quelque chose qui est très courant de nos jours, c'est les gens qui se coupent. Qui se coupent, oui. L'automutilation. Prennent un rasoir, se coupent. Ils veulent se sentir vivants. Ça, pour toi, c'est une manifestation démoniaque. Absolument. C'est un esprit de suicide, c'est ça? Ouais. C'est même pas de suicide, je pense. C'est juste de mort. De souffrance, genre de... Alright, fait qu'un bébé dans 3 mois, Manny? Ouais, à peu près ça. 3 mois. Ça va prendre une maison. Ouais, mais pour une maison, va falloir que j'aille l'argent pour une mise de fonds. C'est combien? Faut que tu fasses un cajante de combien? Ben, il dit que je pense que c'est 5%. Je me souviens dans une capsule avec Nicotang. Fait que, mettons sur 500 000. 5% de 500 000. C'est genre... ça doit être genre... 5 000, genre? Non, pas tout à fait, Jay. C'est 25 000 pour 500 000. Qui est quand même 25 000. Ça va falloir que je me mette à économiser. OK. Moi, j'avoue, hein, parce que je pourrais pas en train de m'acheter ça là. Ben ouais, tu peux. T'achètes-tu des Starbucks? Ben non. J'ai arrêté le café, justement. Ça va faire quasiment un mois, là. C'est bon, fait que tu vas économiser ça plus vite. Ça, c'est une maudite bonne affaire qui a arrêté le café. Je vous invite aussi à arrêter le café. Ouais. Okay, Toi, tu bois-tu du café? Non, moi, je bois des pilules de café. Ça coûte-tu moins cher, ça? Ouais, c'est moins cher. 5 $ pour 100 pilules. Let's go! 5 cents la pilule. 5 cents la pilule, ouais. Puis, t'as-tu des abonnements Netflix? Ouais. Ouais? Fait qu'on coupe ça. Ouais, en plus, j'écoute même pas Netflix. Ah ouais? Fait que c'est bon, ça va te faire économiser. Let's go. À coût de 5 $. Ouais, c'est ça. T'as-tu une voiture? Ouais, à coûte cher. Ouais. Pour ta prochaine voiture, achète pas de garantie prolongée. OK, puis ça, j'économiserais. Ouais, 3 000 $ direct. 3 000 $ zéro quand même, hein? Tu fais-tu des achats impulsifs? Ouais. Ouais? Ça serait quoi un genre d'achat impulsif? Je pense que c'est pas beaucoup de restos. Je dépense beaucoup dans les restos. Je vois un resto, j'ai faim, je m'en vais m'acheter un resto. Fini les restos. Puis fini Uber Eats. Parce que ça aussi, il y a beaucoup de monde qui dépense de l'argent là-dedans. Fait que tu vas devoir cuisiner, fini Uber Eats, fini les restos. Ça nous fera pas de tort, on commence à être gras un petit peu.
Fait qu'après ça, le 25 000, tu vas le voir, il va apparaître dans ton compte direct. Fait que l'année prochaine, on a notre mise de fonds, on t'appelle. Ouais. Puis tu vas nous trouver une hypothèque. Ouais, on appelle, mon équipe va vous appeler, puis on trouve une hypothèque. Let's go. C'est où qu'on peut t'appeler? Nicolas.mortgages. Fait que ça se passe. Courtier hypothécaire #1 au Québec. Écoute, les entités travaillent jamais seules. C'est un petit peu comme le vol à l'étalage, c'est toujours fait en gros. Et c'est la même chose avec les démons. Donc, s'il y en a un, ça, il y en a d'autres. Ouais. Ben, tu sais, comme le verset, comme si tu te vides de tes démons, mais tu te remplis pas, il revient avec 7 autres de ses amis plus forts. Voilà. Puis je me demande, est-ce que c'est pour ça que les chamans, ils te purifient? Parce que moi aussi, il a fallu se purifier avant de faire de l'ayahuasca. Puis j'ai jamais comme repensé vraiment. Mais là, tu as dit, au rituel, on s'est purifié. Puis ça m'a fait penser, aïe, j'avais jamais pensé à ça, mais je me demande qu'est-ce que ça signifie, cette purification-là. Je pourrais pas te le dire. Écoute, parce que toutes ces affaires-là sont démoniaques en partant. Donc, peu importe si tu appelles ça une purification, pour moi, c'est... Non. Tu fais juste embarquer dans quelque chose qui Tu est veux juste embarquer dans quelque chose qui est nocif. Et souvent, ils vont te donner des trucs, des astuces qui vont te faire sentir que « je me suis purifié, je suis protégé ». Mais en réalité, tu fais juste ouvrir une porte encore plus grande. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, c'est juste une porte ouverte parce que, je me purifie. Moi, je me rappelle plus trop ce qu'il avait fait. C'est qu'il avait pris des feuilles, un bouquet de feuilles, là. Il avait trempé ça dans l'eau, puis il nous coulait de l'eau sur la tête, puis on avait les pieds dans une rivière, genre. Puis, c'était dehors, OK? Ouais, dehors. Puis après ça, la journée d'après, on est rentré dans la tente faire de l'ayahuasca, genre. Mais... Comment tu te sentais? T'étais-tu un petit peu comme lui qui dit, t'étais juste ouvert à vivre cette chose-là? Ouais, moi, j'étais tellement rendu garde, c'est ultra whack. Mais je trouvais ça bizarre. Mais c'est parce que je croyais pas en un monde spirituel, mais j'étais là... Moi, en ce moment, je cite parce que ça va vraiment pas bien dans ma vie, tu sais. Fait que je suis prêt à tout. Puis je pense qu'il y a une porte de sortie où ce que t'as prétendu être une porte de sortie. Fait que j'étais comme, garde, c'est ça que ça prend de purifier avec de l'eau. Est-ce que je me sentais différent après? Pas en tout. Mais je pense que ça t'amène dans le... Il y a tu sais, la personne, c'est une personne spirituelle. Il y a une raison pourquoi il fait ça, tu sais. Fait que... Je pense que ça m'amène plus à recevoir ça. Puis quand tu arrives au mode de l'ayahuasca, t'es comme, OK, je me suis purifié. Après ça, on a médité pendant 1 heure en groupe, tout ensemble. Puis après ça, on prend le médicament. On se met dans l'eau, mais c'était, ouais, fait que j'étais... Je sais pas si j'appellerais ça un médicament. Eux autres, ils appellent ça un médicament. C'est ça qui est fou. Ils appellent ça un healing center, la place d'ayahuasca. Wow. Ben, c'est un peu comme l'Asclépion de la ville de Pergame. Il y avait un centre où les païens allaient pour se faire guérir de toutes sortes de maladies. Sûrement, tu peux faire des recherches là-dessus. C'est intéressant. Mais est-ce que c'est possible, les guérisons de même à travers les démons? Parce que mon expérience, ayant eu toutes sortes de gens qui travaillent dans l'énergie, ayant fait toutes sortes de choses sur moi, même s'il y aurait des effets bénéfiques, ça ne dure pas. C'est ça, puis ça prend beaucoup de sacrifices parce que, tu sais, ça me fait penser aux 10 Plagues, là. Dieu, à Moïse, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, là, mais comme Dieu, il transforme l'eau de l'Égypte en sang, puis après ça, comment on appelle ça, les sorciers, genre, de l'Égypte. Ouais. Les sorciers de l'Égypte, ils transforment l'eau en eau potable pour boire, mais ça prend, genre, je pense, des heures et des heures pour une minime quantité de retransformer l'eau en eau potable, alors que Dieu, c'était instantanément, tu sais, fait que mais c'est là que j'en parle, puis j'en parlais dans le dernier podcast avec Raph, mais j'étais comme, mais ça veut dire, il y a quand même une forme de vérité derrière, de pouvoir que ces démons-là peuvent donner si les gens restent autant accrochés à ça. En anglais, il y a une expression qui dit « A broken clock is right twice a day ». Une horloge brisée te donne la bonne heure 2 fois par jour. C'est ça. Et c'est pas juste ça, Jer. Faut penser que l'obscurité, le diable et les siens copient ce que Dieu fait. C'est ça, exact.
C'est une copie un petit peu à la chinoise. Shout out. Qu'est-ce que Dieu fait? Ben, tu sais, comme l'exemple de... C'est jamais aussi bon. C'est ça. Authentique. C'est comme il y a le original, puis après ça, ils vont tout le temps essayer de copier. Ouais. Mais le jouet, tant qu'à avoir Made in China, il est jamais autant bon, tu sais. Je sais pas. À part, en tout cas. Non, c'est correct. En tout cas, ben, c'était ça, tu sais. À tous les Chinois qui nous regardent, ni hao. Je suis désolé. Non, mais c'est ça. Fait que, pour revenir, fait que là, tu as eu tes visions. Puis là, tu as réalisé, wow, il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai aussi tombé dans la théorie du complot. Écoute, il y a tellement de mauvaises informations sur YouTube. Et je suis devenu un peu accro à ça. Et par l'intermédiaire de cette recherche, j'ai trouvé un cercle de, on va les appeler des conspirationnistes, des co-conspirationnistes. Et j'en ai rencontré. Et il y en a un qui avait un ami qui s'appelait Sylvain, qui s'appelle encore Sylvain. Et puis, je vais apprendre plus tard que Sylvain est un franc-maçon. OK. Et puis, une fois, on s'est rencontrés au Salon du Livre, je pense que c'était en 2010. T'as quel âge à peu près à ce moment-là? Je pense que je suis dans la trentaine. Et quand même. Ouais. Et puis, on est allé au Salon du Livre pour l'encourager. Et à cette époque-là, je ne savais pas qu'il était franc-maçon. Mais il y avait moi, il y avait un ami, Sydney, et puis il y avait Sylvain. Puis à la fin de la foire, on était tous allés s'asseoir pour discuter. Et puis Sydney a pris son envol, il a quitté, il était occupé, il y avait d'autres choses à faire. Et là, la conversation a pris un tournant quand même assez intéressant avec Sylvain. On a commencé à parler d'extraterrestres, d'entités. Il m'avait parlé que lui avait été visité par ces entités-là. Et au cours de la conversation, j'ai dit quelque chose et c'est vraiment comme dans un thriller, tu n'aurais pas vu ça. J'ai dit « Ah, wow, c'est tellement intéressant, j'aimerais en savoir plus. » Et là, soudainement, Sylvain a figé. Il m'a regardé comme si j'avais dit un mot de passe quelconque. Puis là, il rentre dans son veston, il sort un morceau de papier, il prend son stylo, il écrit un numéro, il dit « Appelle Maryse. Dis-lui que tu veux participer aux conférences. » C'est tellement louche. Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais écoute, moi, j'étais tellement fasciné par tout ça, j'ai dit « OK, je vais appeler. » Puis j'ai appelé et on m'a invité. C'est un endroit à Longueuil, dans un quartier pas très, très beau. Il n'y avait aucune pancarte, rien d'écrit à l'extérieur. Il fallait vraiment que tu saches l'adresse de la place où il y avait des conférences spirituelles. C'est fou. Et on nous enseignait toutes sortes de choses que tu ne trouverais même pas dans des livres. Et j'étais comme, wow, je dois absolument prendre des notes. C'est tellement intéressant. Il y a des affaires que je peux vraiment utiliser ici, des choses pratiques. Donne-moi un exemple de choses pratiques. C'est quoi l'objectif final? Tu veux-tu être capable d'utiliser à ce moment-là, d'utiliser cette force-là pour avoir ce que tu désires, mettons? Je dirais pas que ça va à ce point-là. Où tu penses découvrir t'es en train de découvrir la vérité? Plus ou moins. Ouais. Comme on va te parler sur les animaux ou les arbres, il y a certains points sur un animal, genre leur propre chakra, comment ça fonctionne, que les arbres ont des chakras. C'est quoi un chakra? Moi, je suis désolé, j'arrête pas d'en parler de ça. Définition. Ça, c'est quelque chose qui est hindou. OK. Ça parle de centre énergétique dans le corps. C'est pas les affaires, là, les winds... Les choses lumineuses. Non, Tu penses pas sur les cartes. Lui, il pense à un dreamcatcher. Un dreamcatcher, ça aussi, c'est une affaire de... Mais c'est un point de pression, dans le fond, un chakra? C'est pas un point de pression, c'est un point énergétique. Il y en aurait genre 7 sur le corps, ils sont tous centrés. Ah, c'est ça. Puis là, il te sort c'est ça? Tu sais, on parlait... Tu sais de quoi tu parles, là? Regarde, je vais te donner quelque chose de concret qu'on nous a enseigné.
si tu veux faire un voyage astral, si tu veux sortir de ton corps, il y a une procédure que tu peux suivre pour faire ça. Et qu'on vous expliquera pas ici. En réalité, je ne m'en souviens plus du détail, mais il y avait une séquence de choses à faire, des choses à visualiser. Et on nous dit que lorsque vous commencez à entendre un sifflement dans l'oreille gauche, ça, c'est votre signe que vous commencez à sortir de votre corps. C'est l'astroprojection, hein? Ouais. Puis c'est une grande pratique, là. Je vais biper son nom, mais là, elle en parle tout le temps sur ses réseaux sociaux. Tout le temps que c'est comme le full puissant, mais je pense que c'est ultra dangereux, l'astroprojection. Absolument, parce qu'écoute, tu peux peut-être sortir de ton corps, mais qu'est-ce qui arrive si tu ne sais pas comment te réintégrer dans ton corps? C'est exactement pour ça que c'est dangereux. Mais ça, c'est les sortes de choses qu'on nous apprenait durant ces conférences-là. Et moi, j'avais suivi ça pendant quelques mois. Et je pense au mois de décembre ou janvier de 2011, celui qui enseignait les conférences voulait me voir. Lui et Sylvain, puis ils m'ont dit il est temps que tu gradues, que tu montes à la grande école. OK. C'est quoi la grande école? Et on nous a dit, c'est la franc-maçonnerie. OK. Donc, ce qui se passait, c'est que ces cours de spiritualité, c'était une sorte de meet and greet pour recruter des gens vers la franc-maçonnerie. Et c'est ça qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à ce point-là? Toi, comment tu te sens à l'idée qu'il y a un autre niveau? Tu sais, moi j'entends ça beaucoup, puis tu sais, c'est drôle parce que c'est comme présent dans tout, je trouve. Même le monde qui sont dans la vente, là, c'est toujours cette recherche-là de il y a un autre niveau. Tu fais 100 000 par année, il y a un autre niveau. Ouais. Tu as découvert un esprit, il y a d'autres niveaux. C'est vrai. Tu fais telle affaire, il y a toujours un autre niveau. Et à ce niveau-là, tu vas te sentir. C'est là que tu vas être content. Ouais. Et c'est ça qu'on nous enseignait, c'est que quand tu vas monter dans les niveaux, tu vas comprendre d'autres choses. Mais au début, c'est comme, toi, tu rentres, tu sais, écoute, tu fais partie des conférences, oui, c'est très intéressant. Puis là, on t'offre la possibilité de faire partie d'un ordre secret, une société secrète. Donc là, tu te sens, wow, hey, je suis une personne importante. Ils m'ont ouvert la porte parce que je suis quelqu'un de spécial. Mais en réalité, ils veulent juste ton argent et ton... Ah oui? Ton âme. L'ennemi veut ton... Tu sais, ça, je fais le parallèle avec moi, je me disais, rendu au VIP, je vais être quelqu'un d'important, tu sais. Ouais. Je travaillais pour me rendre là, avec le parallèle que tu as. On faisait... C'est drôle parce qu'on n'en a pas parlé dans l'épisode de prison, mais en prison, tu as la même chose. Tu es dans une prison provinciale, puis il y a toujours un gars, puis il y a toujours la même voix, puis il dit toujours « Open, tu vas voir ». Là, tu arrives au pen, puis là, le gars, il dit « Au max ». Puis là, tu arrives au max, puis il dit « Au super max, tu vas voir ». Puis là, tu te dis « Va voir, ils sont tous débiles. » C'est vraiment la canne à pêche avec la carotte. Ouais. Tu es toujours en poursuite de quelque chose de plus gros, plus... Exact. C'est toujours à l'horizon, mais... Tu le retrouves jamais. Enfin, bref. Fait que ta première journée, t'arrives, il t'invite. Comment ça se passe ta première fois à l'âge? OK. Avant tout ça, il y a une entrevue qui se fait. Ah oui? Ouais. Il y a un processus d'entrevue. Donc, je me suis assis avec Sylvain. Il y avait Franco, celui qui m'avait présenté à Sylvain. Et puis, il y avait une série de questions. On pose toutes sortes de questions sur ton background. Est-ce que tu as un dossier criminel? Fait que c'est un dossier criminel, t'es out? Ah ouais, tu me sens. Effectivement. Ah ouais. Lorsque tu es à l'intérieur, tu peux faire ce que tu veux. On est une secte, mais on fait des background checks. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être leur façon de montrer qu'ils sont legit au monde. Voilà, tout compris. Ils veulent donner une apparence de légitimité qui sont bons pour la société, on n'accepte pas des criminels chez nous, mais en réalité, ils sont les plus gros criminels. Donc, il y a un processus d'entrevue qui se fait. Et après ça, qu'est-ce qu'il y avait? J'essaie de penser. On t'envoie des formulaires à remplir. Donc, il y avait des questions. Il y en avait une question qui a resté avec moi.
on m'a demandé, pour toi, c'est qui Jésus? Ah ouais. Et j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Parce que oui, à l'école, on avait des cours de catéchisme, mais c'était toujours enseigné d'une façon tellement plate, ennuyante, que tu n'as vraiment pas le goût d'en savoir plus. Donc, moi, je leur ai dit, écoute, pour moi, Jésus, c'est un personnage qui a probablement existé, qui a fait des bonnes choses, mais pas plus que ça. Mais John, je veux pas te couper dans ton histoire parce que l'entrevue, c'est tellement important, mais t'étais allé à l'église avec tes parents, right? Oui. Puis, dans ma jeunesse, mes parents étaient catholiques, C'est ça. semi-pratiquants. Mais ce qui est peut-être malheureux là-dedans, je ne sais pas si c'est vraiment un problème d'église ou un problème de personnalité. Mais c'est que le temps qu'on allait à l'église, il y avait des bonnes choses qui étaient dites, mais en réalité, c'est comme les bottines ne suivaient pas les babines. Fait qu'en dehors de l'église, tes parents, leur comportement, les comportements à la maison ne suivaient pas ce que l'église Absolument. prêchait, c'est ça? C'était vraiment hypocrite parce qu'ils voulaient bien paraître devant le public. La Bible parle de ça, ils m'honorent de leurs lèvres, de leur cœur. Voilà. Il y avait beaucoup d'hypocrisie. Et même si on disait que oui, il faut être patient avec les gens, tu sais, il faut leur montrer l'amour. Quand tu vas à la maison. Tu manges une claque à la gueule, puis ouais, c'est comme ça. Puis toi, ça te donne l'impression que Dieu, Jésus, c'est juste un fake, tu sais, c'est juste du pareil. Voilà. Pour moi, tout ce qui se ramenait à Dieu, c'était un conte de fées pour adultes. La vie est dure, la vie est grotesque, même à certains moments. Et ça, c'est un conte de fées que les gens se racontent pour se sentir mieux. Ou c'est un système de contrôle. Mais lorsque j'ai commencé à mettre mes doigts dans l'eau de la spiritualité, j'ai vu assez rapidement que c'est pas juste des histoires. C'est vrai, ces affaires. Puis pourquoi tu penses qu'il te demande qui est Jésus pour toi? C'est que la franc-maçonnerie exige que tu crois à une force supérieure à toi. Et c'est bizarre parce que dans notre loge, qui était RE2A, c'est-à-dire rite écossais ancien et accepté, parce qu'il y a plusieurs rites en franc-maçonnerie, c'est un peu comme les dénominations en chrétienté. Ouais. Et puis, le livre qu'on a sur l'Autel des Serments, c'est la Bible. Une Bible très ordinaire que tu peux avoir chez Renaud Bré, même pas une couverture spéciale avec l'équerre, le compas, rien comme ça. OK. Juste une Bible. Et puis, il y avait aussi une séquence où, durant le rituel d'ouverture, on lisait certains versets de la Bible. Et beaucoup de rituels maçonniques sont calqués sur la Bible, et c'est toujours perverti. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Le temple de Salomon, si vous lisez bien, le Saint des Saints était orienté vers l'ouest et l'entrée à l'est. Et une loge maçonnique qui se dit calquée sur le temple de Salomon, sauf que l'entrée est à l'ouest et le Saint des Saints est à l'est. Et ça m'a... Lorsque j'ai lu la Bible et j'ai lu dans Jérémie comment les prêtres se tournaient le dos à Dieu et s'orientaient vers le soleil levant à l'est, c'est là que j'ai compris dans quoi j'étais embarqué. Enfin bref, je ne suis pas arrivé là encore. Là, je viens juste entrer en franc-maçonnerie. J'ai eu une entrevue. On nous a envoyé des documents. Et puis, il y avait une orientation. Un meeting d'orientation qui se tenait chez un frère maçon à Laval. Est-ce que c'est très sérieux ou si c'est comme loosey-goosey? Ça, écoute, c'est dur à répondre parce que ça dépend vraiment des loges. OK. J'ai visité une loge une fois où c'est tellement loosey-goosey qu'il n'y avait même pas assez d'officiers pour le rituel d'ouverture. Nous qui étions visiteurs, ont dû servir comme officiers pour ouvrir et fermer la loge. OK. Donc, ça varie énormément. Donc,
à cette orientation, tu rencontres plein de gens qui se disent très heureux, beaucoup de succès financier, belle maison, très, très belle maison. Est-ce que ça te parle? Mais une belle maison, c'est une belle maison. Est-ce que je vendrais mon âme pour avoir une belle maison? Non. Aujourd'hui, non. À cette époque-là? Même à cette époque. OK. Mais ils sont très riches, hein, je pense, les francs-maçons. Il me semble que c'est ça que j'avais entendu. Il y en a qui sont très riches et il y en a qui sont très pauvres. Et la majorité des francs-maçons, en réalité, sont très pauvres. Ah oui. Parce que le top vit de ce que la majorité des membres fournit. Il y a vraiment une forme de parasitage qui se fait en franc-maçonnerie. Et puis, bon, durant cette orientation, qu'est-ce qu'on fait? On montre ce qu'on appelle les décors maçonniques, c'est-à-dire le tablier avec le sautoir ou le moudrier, comment tu le places, comment t'habiller. Comment t'habiller. Parce qu'il y a un habillement qui est spécifique pour les loges, cravate noire, chemise blanche, habit noir. Certains maçons, tu vas les voir avec des cravates rouges, mais ça, c'était des degrés supérieurs, donc on ne touche pas à ça pour l'instant. Donc, c'est très, très intéressant. On nous parle un peu du rituel, mais pas beaucoup. Et c'est à ce point-là où on nous demande, lorsque vous devenez membre d'une loge maçonnique, vous devez payer votre capitation annuelle. Donc, je pense que au grade d'apprenti, c'était 200 ou 250 $ par année que tu payes pour avoir tes décors et pour être membre. Tu reçois une carte de membre, pas tout de suite, ça c'est après le rituel, tout ça. Mais oui, il y a une capitation annuelle. Comme n'importe quel club, organisation, tu peux t'attendre à ça. Tu réagis comment à ça, toi? C'est comme weird ou c'est correct, ça coûte 250 $, je vais le payer? On nous avait averti d'avance, donc pour moi c'était correct. Mais il y a des choses que j'ai appris par après, parce que tout se fait un peu en secret. C'était vraiment comme un peu dans le film Le Parrain. OK. On va rencontrer une personne dans une petite pièce pas très, très bien éclairée pour faire notre paiement. Et on doit dire « je veux avancer » ou quelque chose du genre. Il y a une phrase qu'on doit dire pour continuer. Puis t'es obligé, right? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est que, mettons, moi, je pense à la personne qui écoute, qui n'est pas chrétienne, puis qui fait comme moi, mais t'embarques dans la même affaire, toi, tu comprends? Mais Dieu, faut que tu avec l'Église, Tu dois payer ta dîme. OK, c'est vrai. La dîme n'est pas obligatoire. Sauf qu'en maçonnerie, si tu veux être membre, c'est obligatoire. C'est ça le point que je voulais. Mais aussi, il faut comprendre que les gens sont filtrés d'avance. La raison pour laquelle je faisais des conférences spirituelles, ce que j'ai appris par après, c'est que durant ces conférences, on est observé. Il y avait une madame qui s'assoyait dans le coin de la pièce, éloignée de tout le monde, et puis on lui faisait dos. Et au début, ça ne me dérangeait pas. Je me disais, elle est juste là pour surveiller. Mais en réalité, ce qui se fait, c'est que cette personne travaille avec des entités et observe ton caractère. Et s'il y a déjà des entités attachées après toi qu'on peut utiliser pour te manipuler. Mm-hmm. Wow. Fait que la personne qui observe, là, tu sais, comme je reviens avec ce que je disais, que l'ennemi peut te donner des pouvoirs, là. Cette personne-là, as-tu un certain pouvoir dans le... Cette personne, j'ai appris par après, était ce qu'on appelle souverain grand inspecteur général. Ce que les profanes appelleraient un 33e, une 33e. OK. Donc, rendu à ce point-là, il y a certaines choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent travailler avec l'énergie, travailler avec certaines entités. C'est ça. Mais ça, on n'apprend pas ça aux débutants. OK. Parce que si la franc-maçonnerie te montrerait ce que c'est réellement, quand tu rentres, tu quitteras en criant. Donc, c'est un processus de slow boil. Tu fais bouillir la grenouille au très, très, très ralenti pour éviter de les effrayer, de leur montrer quelque chose qu'ils ne devraient pas voir avant le temps. T'es comme pas encore assez deep là-dedans. Voilà.
Donc, il y a l'orientation. Après ça, ayant payé la capitation, j'ai été accepté. Je reçois une lettre par la poste me disant que mon initiation serait X date, le juin. Est-ce qu'on t'explique c'est quoi l'initiation? Ça, c'est gardé secret. Ça fait-tu peur? Par contre, il y a un film que tu peux trouver qui a été fait durant les années 40. Tu peux le trouver sur YouTube. C'est originalement un film français en noir et blanc qui s'appelle Force occulte. Et ça, messieurs, c'est probablement le meilleur film que j'ai vu sur la franc-maçonnerie parce que ça explique très bien et ça démontre même le rituel qu'on utilise lors de l'initiation, qui normalement, c'est rare de trouver des vidéos comme ça. Et Sylvain, dans la tentative de nous faire un peu peur, parce que ça fait partie de la game, de faire peur aux gens avant l'initiation, il nous avait envoyé cette vidéo-là. Et Franco, je pense que lui commençait à capoter un peu, paniquait. Moi, j'étais comme, OK, intéressant. Regardez ça plus tard. Let's go. Fait que le C'est jour, bon pour la rétention des viewers. Je connais la game YouTube. Je regarde ça dans 20 minutes. voilà. Donc, arrivé à la loge pour... comment est-ce que je dirais ça? Oui, pour l'initiation, on arrive à la loge et notre loge n'est pas celui qu'on trouve sur Sherbrooke. C'est une petite place sur la rue Ontario. De l'extérieur, tu ne le reconnaîtrais jamais. C'est un bureau dans un building, une suite spécifique. Si tu ne sais pas que la loge est là, tu ne le saurais jamais. OK. Donc, on se présente là. Et puis, on arrive là, on nous demande, OK, vous devez enlever tous vos bijoux. Ouais. Ta montre, collier, toutes ces affaires-là, c'est ce qu'on appelle des métaux. Des choses qui peuvent nous garder dans le monde physique, OK. tandis qu'eux veulent travailler le spirituel. Donc, tu enlèves tous tes bijoux, on nous met un bandeau sur les yeux. Vous êtes combien? On était environ 14. Oh, oui, tant ça. Ouais. Parce que techniquement, ça ne devrait pas se faire comme ça. Chaque loge doit initier ses propres candidats. Mais étant donné qu'on avait 3 loges sous l'égide de la grande loge, on disait que, OK, chaque loge va prendre son tour à initier les apprentis. OK. Et on va tous les initier d'une shot, parce que sinon, c'est trop de travail pour recommencer 3, 4, 5 fois. Donc, c'est tout fait comme ça. Hey, c'est fou. Ayahuasca aussi, il faisait enlever tous les bijoux Ils ont tué un blanc. avant le rituel. En prison aussi. Hey, c'est fou. Ouais. Juste avant la cérémonie. Ouais. Fait que c'est ça. T'enlèves tous tes bijoux, on te met un bandeau, puis là, t'attends. Et quand je dis t'attends, tu attends longtemps. Parce que t'as pas de montre, tu peux pas voir une horloge. Tu vois rien dans le fond, là. Tu vois rien. Puis là, t'attends. Une demi-heure, 1 heure? Peut-être 1 heure. Oh, ouais. Assis ou debout? Assis. OK. Mais là, vers la fin, ils viennent te chercher. Puis là, est-ce que vous parlez, mettons? Ou... Non, c'est... Tout le monde est assis en silence. Fait que t'as 14 gars. C'est juste des gars, right? Non. Il y a des femmes aussi. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Aux États-Unis et dans le Canada, au Canada, anglais et aux États-Unis, la franc-maçonnerie, c'est en majorité juste des hommes. Okay. Les loges qui sont formées de juste avec des hommes. Nous autres, c'était mixte. Donc, il y avait des hommes et des femmes. Donc, c'est ça. Ça se fait en silence. Il n'y a personne qui raconte des jokes. C'est très sérieux parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Et puis là, on vient chercher. Et là, on commence à enlever des vêtements. Genre, on enlève ton veston, on relève un de tes pantalons, on enlève ton soulier sur un pied,
On commence à mettre des cordes sur ton corps, ce qu'on appelle le cable tow. Je me souviens pas de ce que c'est en français. Et c'est bizarre parce que j'étais vraiment pas paniqué du tout. Ah, ouais. Puis là, tu entres dans la loge propre avec quelqu'un, et là, tu entends une voix qui dit oui, vous êtes devant 300 personnes, vous êtes devant un tribunal, on vous pose des questions, s'il vous plaît, répondez assez rapidement. Puis là, il y a quelqu'un, ce qu'on appelle le frère terrible, qui est un interrogateur. Et en réalité, c'était un policier. Donc, il savait comment se mener. Puis, il y avait une voix quand même assez intimidante. Il pose des questions comme oui, est-ce que vous êtes venu ici pour nous infiltrer? C'est direct comme ça. OK. Puis, il dit parlez-nous de vos défauts. OK, je suis un peu colérique des fois. Puis là, il me coupe, puis il dit est-ce qu'on va avoir un problème avec vous? J'ai dit pas nécessairement. Ça dépend de vous. C'est drôle parce que juste avant cette interrogation, je commence à voir un peu de peur qui montait. Et là, soudainement, cette peur a comme complètement disparu. OK. Et même durant l'interrogation, et j'en ai vu plusieurs par après, et je peux dire qu'il y a des gens qui sont très ébranlés par ça. Au point où l'interrogation est coupée, on voit le vénérable qui dit « cut, 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 cut », parce que la personne est comme, le hamster spin comme juste trop vite. Donc, ça peut être assez intense pour certaines personnes. Il y a une interrogation. Après ça, le vénérable maître, c'est comme le président de la loge, si vous voulez, dit « OK, envoyez le candidat sous terre. » Ah, c'est intéressant, ça. Et, Puis, y avait-tu vraiment 300 personnes? non. Il y en avait peut-être 80. Là, ils t'ont enlevé ton bandeau à ce moment-là. Non, non, non. T'as encore le bandeau. Ouais, t'as encore le bandeau. Puis pourquoi tu sais tout ça? Est-ce que c'est parce que par la suite, t'as vu d'autres mondes faire la... Oui, par la suite, on a participé au rituel de l'autre côté. Fait que là, on nous amène ce qu'on dit sous terre. T'as-tu peur de mourir? Non, il n'y a aucune peur à ce point-là. Toi, t'as aucune peur. Non. Ouais. Et je me dis, le rituel est très intéressant parce que, OK, j'ai fait face à mon procès et maintenant je suis mort. On me met dans la terre. Et on nous amène dans une petite pièce peinturée complètement noire qu'on appelle le cabinet de réflexion, éclairé par une seule chandelle. Et c'est à ce point-là qu'on enlève le bandeau pendant peut-être 2 minutes. On reste dans cette pièce-là pendant 2 minutes. Il y avait une chandelle, il y avait un coq, un morceau de pain, un verre d'eau. Un coq? Un coq. Vivant? Faut que tu pognes le coq. C'est ça le jeu. Tu pognes le coq, la seule source de lumière, tu sais, la en chandelle. plastique. Ah, en plastique. OK, pas un... Non. Moi aussi, je pense à un coq. Et je dois spécifier que cette journée-là c'était une canicule. C'était super chaud. Pas d'ici. Pas d'AC. La loge n'a pas de fenêtre. Donc, écoute, moi, je suis en train de transpirer tout excessivement. Puis là, je vois un verre d'eau puis un morceau de pain. Je dis, une petite collation, ça me ferait du bien. Et je dis, touche pas. Fait que C'est comme un test aussi, tu penses? On se continue, excuse-moi. c'est pas un test, c'est quelque chose d'encore plus macabre que ça. Je vais expliquer par après. Enfin, bref. C'est bon. Ah, il est fort. Donc là, dans cette pièce, il y a aussi des enseignes sur le mur qui disent des choses comme genre « Si vous êtes ici par curiosité, allez-vous-en ». Donc, dans le but d'essayer de détourner n'importe quelle personne qui serait là par curiosité, qui voudrait infiltrer la loge. Donc, on est dans cette pièce pendant environ 3 minutes. Tout seul, Tout seul. avec la chandelle. Oui, et c'est par exprès. Par après, une personne vient nous chercher, nous remet le bandeau et on continue. On fait le tour de la loge, on nous fait passer par 3 éléments, le feu, l'eau et l'air. Donc, on trempe tes mains dans un bassin d'eau. Sans me dire qu'est-ce qui se passe, genre? Oublie pas, t'as encore le bandeau sur le nez. Mais c'est ça, mais est-ce que c'est juste genre, on prend tes mains,
puis on les met dans de l'eau, ou si on dit, on va prendre tes mains et on va les mettre dans de l'eau? Non, on nous dit rien. Tout le long, c'est silencieux, dans le fond. Presque. Presque silencieux. OK. Donc, tu fais juste ressentir qu'est-ce qui se passe. On passe tes mains très, très proches d'une chandelle, donc tu ressens le feu. Il y a des cris, des hurlements qui se font, l'élément de l'air. On nous pose des chaînes sur les épaules, des grosses chaînes très épaisses sur les épaules. On nous fait marcher autour de la loge plusieurs fois. C'est tout un rituel. Et durant cette période-là, même s'il y en a qui capotaient, écoute, moi, je trouvais ça super intéressant. J'essayais de vraiment décortiquer tout le symbolisme qui était là-dedans. Ouais. Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que, oublie pas, tu as les yeux bandés, tu suis la personne devant toi, tu as les mains sur ses épaules, tu sais pas où c'est que tu t'en vas. Il y a une corde qui attache ton pied à l'autre, donc tu peux pas vraiment courir. Tes deux pieds ensemble, OK? Tu peux mal marcher parce que tu as un soulier d'enlevé. Donc, je me dis, c'est un peu ça la vie. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu te promènes, t'es aveugle. Mhm. Il te manque un soulier. Tu te manques un soulier. T'as aucune peur à ce moment-là qu'ils vont te tuer. Zéro. Zéro. Moi, je suis un petit peu avec toi. Honnêtement, ça a l'air d'un scam pour voler ton portefeuille puis ta montre. Tu as mentionné quelque chose et j'ai oublié un détail quand même assez important. Lorsqu'on attendait pour rentrer dans la loge, tous assis, les yeux bandés, le vénérable entre, puis il demandait à tout le monde leur carte d'assurance maladie. Parce qu'il disait, écoute, ça va être un processus assez intense. S'il y a quelque chose qui se passe, on doit avoir des papiers pour pouvoir vous amener à l'hôpital, X, Y, Z. À ce moment-là, étant donné que moi, j'avais tombé dans tout ce qui est conspiration, j'avais laissé expirer toutes mes cartes d'identité. Oh non! J'avais rien. Donc, quand le vénérable m'a demandé pour ma carte d'assurance maladie, j'y ai dit, j'en ai pas. Puis là, pour essayer de me shaker la cage un peu plus, il me dit, écoutez, monsieur, la situation ici est quand même assez grave. Il y a des gens qui ont eu des crises cardiaques. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un ACV ou quelque chose durant le rituel? Et j'y ai dit, très calmement, écoute, il semble avoir un complexe médical de l'autre côté de la rue. Roulez le cadavre là, lavez-vous les mains, c'est fait. Puis il n'y a rien dit de plus. On a déjà eu une conversation sur ça, puis les gens n'aimaient pas le terme. Mais d'avoir aucun désir de vivre. Tu sais, est-ce que toi, tu es un peu dans cette situation-là? Non, c'était vraiment pas ça. J'étais tout simplement pas shaké. C'est comme s'il y avait une voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, écoute, ils vont juste essayer de shaker ta canne. Reste calme. Toi, t'as pas peur de personne. J'ai peur de rien et de personne. Puis juste avant de continuer, parce que je veux continuer à faire un parallèle, mais c'est fou, mais même affaire à l'ayahuasca, ils ont demandé, il y avait un docteur sur place qui prenait ton pouls, ils ont demandé tes informations avec ta carte d'assurance maladie, puis s'assurer que tu es en santé, parce qu'il y a du monde qui font justement des AVC. Même affaire. Ils ont dit la même affaire. C'est un peu comme si ils ont calqué quelque chose sur la franc-maçonnerie. Très intéressant. Ouais. C'est fou. Fait qu'on continue. Fait qu'après ça, fait que là, tu suis le gars, tes yeux bandés. Les mains dans l'eau. C'est ça. Tu es exposé à du feu, toutes sortes de bruits. Finalement, on enlève le bandeau et tu vois que tous les membres de la loge sont sur ce qu'on appelle les colonnes. Ils ont tous une épée pointée vers toi. Et on nous dit que cette épée est taxée sur ton cœur et que si tu portes parjure à ton serment, quelque chose de très élaboré comme ça. Et on nous fait porter serment qu'en tant que franc-maçon, on ne divulguerait pas les secrets de la loge sous pénalité de se faire trancher la gorge. Par contre, le vénérable nous a expliqué auparavant que lorsque cette phrase sera dite, c'est pas littéral. On vous tranchera pas la gorge. C'est juste une façon de dire que vous serez déconnecté de l'égrégore de la loge.
Fait qu'il y a même un legal disclaimer, là, pour être sûr Même que un tu pas dans le... disclaimer. Wow! C'est fou. Tout ça pour faire spinner le hamster. Mm. Donc, on enlève le bandeau, on voit la loge, c'est beaucoup plus petit que j'aurais pensé. Il y avait beaucoup moins de gens qu'on nous a dit. Donc, tout ça, c'est une pièce de théâtre pour, ce que j'ai compris par après, pour nous faire, pour nous donner le discernement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils te mettent dans la peur et l'idée, c'est que tu perds ton discernement, mais par après, tu le retrouves. Mm-hmm. Et donc, on nous montre à ce point-là tous les attouchements du grade d'apprenti. Les attouchements? Oui. Les poignées de main. Comment reconnaître un autre franc-maçon? Par une poignée de main. Par une poignée de main. Non, oui. Ça ressemble à quoi? On peut-tu le montrer? Oui, totalement. Donne-moi ta main. Donc, sur le premier knuckle ici, OK. quand tu es au grade d'apprenti, tu fais ton, trois fois. Ouais, c'est ça. Quand tu es au grade de compagnon, c'est sur le deuxième et c'est 5 coups. Tang, 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 tang. Fait que là, mettons, tu marches, t'arrives dans un party. Ouais. Tu le sais pas, tu poses la question, il y a de l'air un petit peu, là, t'arrives. Tu lui donnes la main. Puis au début, on pensait que lorsqu'on voyait cette poignée de main, que c'est des gens un peu moumounes. Tu donnes la main en moumoune, sans savoir qu'il y avait toute une procédure derrière ça pour reconnaître un autre franc-maçon. Fait que là, moi, si tu me taponnes 3 fois, je te retaponne 3 fois, ou si je vais sur la deuxième pour te dire, attends, moi, je suis un deuxième... Non, tu commences toujours par le grade d'apprenti. Non, mais ce que je veux dire, c'est, mettons que moi, je suis un vénérable... Un vénérable maître. Bon, là, t'arrives, mettons, bam, là, tu me donnes les 3 coups, parce que toi, t'es un apprenti. Ben, Moi, je te réponds-tu avec le 5? Étant donné que toi, tu es un vénérable maître, tu sais que tu ne dois pas divulguer les secrets des degrés supérieurs au néophyte. Donc, tu fais 3 coups aussi, puis tu fais comme si t'étais lui. C'est ça. Puis, est-ce que quand t'es juste one knuckle, 3 coups, tu sais que le prochain signe, c'est 5 knuckles? Non, tu sais pas encore. Non, parce que ça, c'est juste le grade d'apprenti. Fait qu'on sait où est-ce qu'il s'est rendu, à un moment donné, si c'était pas les petits doigts. Fait qu'on nous montre les attouchements. Les attouchements, c'est tout un mot. C'est ça qui est dit. Ouais, moi, j'avais pas en tête que tu tapes pas le knuckle. On nous montre les attouchements. On nous montre les attouchements. On nous donne, parce qu'à ce point-là, on n'a pas encore nos décors maçonniques, le tablier. Donc, on te donne un tablier blanc fait en cuir, de cuir d'agneau. OK. Très intéressant. Avec la bavette remontée, ça c'est pour le grade d'apprenti. Lorsque tu montes au degré de compagnon, le deuxième degré, tu redescends ta bavette. OK. Donc c'est ça. On te donne aussi des carnets qui expliquent le rituel que tu viens de vivre. Ah ouais. L'histoire, dans le fond, puis d'où ça vient? Non, c'est juste vraiment le rituel en tant que tel. OK. Genre, le premier surveillant dit X, le deuxième surveillant... Ah, OK. Fait que là, t'es capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est bizarre parce que à la fin de la journée, moi, Franco et Jesse, qui avaient été initiés en même temps, on retourne chez moi. On est tous fatigués, épuisés parce que c'était une longue journée. Et quand eux ont quitté, j'ai eu comme un mauvais pressentiment, comme j'ai fait quelque chose que j'avais pas dû faire. Et j'aurais tellement dû écouter cette voix. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, ça a continué. Tu t'es-tu senti violé, genre? Ou ils n'ont pas respecté comme... Non, mais ça frôle un peu le viol parce qu'il y a quand même on te touche de certaines façons. C'est ça. Il y a aussi... En dehors de ta zone de confort. Durant le rituel, on éteint aussi une chandelle dans ton dos pour ouvrir un seau particulier. On te brûle, là, dans le fond. Ben, c'est pas une grosse brûlure, mais... C'est pas une grosse brûlure, mais tu le ressens. Ouais. Ça, c'est probablement l'initiation la plus intense que j'ai vécue, à part celle de Templier. Mais encore là, ça, c'est une autre paire de manches. Fait que là, après ça, il se passe quoi? OK. Donc là... T'as pas écouté la voix? J'ai pas écouté la voix. Qui te disait d'arrêter.
J'ai été initié, j'ai reçu mon diplôme, j'ai reçu ma carte d'identité parce que chaque franc-maçon a une pièce d'identité avec son nom, le nom du vénérable de la loge, ton degré. Explique-moi les degrés. Là. Il y a combien de degrés? Ça dépend du rite. Au rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, qui est plus à saveur d'Égypte, il y aurait 360 degrés. Fait que tu commences à degré 1 puis tu te rends à 360? Nous, on était au RE2A, rite ancien, rite écossais ancien et accepté. Il y a 33 degrés publics, et je dis bien public, parce que chaque 24 juin, on célèbre notre fin d'année maçonnique. Ah, oui. Ouais. Il y a une tenue où tous les membres de la loge arrivent et convergent ensemble pour clore les travaux de l'année. Et c'est un peu weird de dire ça, mais même à ce point-là, écoute, j'ai été initié il y a à peine une semaine et durant la rencontre, le vénérable dit oui, nous, on veut infiltrer une organisation qui s'appelle le CLIPSANS, qui est une organisation maçonnique internationale, parce que il y a des organisations comme ça. Il y a le CLIPSAS et l'année que j'ai quitté la loge en 2016, ils ont été admis non seulement au CLIPSAS, mais aussi au COMAM, la Conférence maçonnique des Amériques. Donc, il y a des groupes internationaux de franc-maçonnerie. C'est pas juste local. OK. Fait qu'ils prennent comme les meilleurs se retrouvent, c'est comme le groupe élite, genre? C'est plus des meetings pour partager des informations, ce que nous, en chrétienté, on appellerait du fellowship. Ouais. Il y a un équivalent en franc-maçonnerie. Donc, il y a des organisations comme ça. Et c'est quoi qui fait que tu montes les degrés? Parce que dans ton interview, tu disais que il arrive un stade qu'il faut que tu signes que ton enfant, tu leur donnes. C'est ça? J'ai jamais rien vécu comme ça dans les degrés où j'ai été admis. Si des choses comme ça se passent, ça serait à des degrés supérieurs et j'ai pas les connaissances pour pouvoir dire oui ou non. Pour nous, il n'y avait rien comme ça. En fait, une tenue de loge, c'est comme, je dirais même super plate. Il y a le rituel d'ouverture. Ensuite, on propose des sujets un peu comme les minutes d'une corporation. Okay. La secrétaire de la loge prend des notes, relit les minutes de la rencontre précédente. On vote sur qui va sortir les vidanges le mardi soir, des choses comme ça, très, très banales. On présente aussi ce qu'on appelle des pièces d'architecture ou une planche. C'est un papier de recherche écrit qui est présenté à la loge pour discuter. Et c'est tellement weird parce que le vénérable de notre loge, qui est ensuite devenu le grand maître de la grande loge, nous a expliqué que durant les rencontres, oui, vous trouvez ça plate, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que votre équipe, votre pit crew spirituel travaille sur vous. Donc, c'est un peu une sorte de diversion qui se fait pour occuper votre attention pendant que des entités travaillent sur vous. Wow! Et aussi, lorsqu'on a été initié au grade d'apprenti, on nous a aussi donné des petites cartes jaunes qui sont pas standards, c'est pas legit maçonnique, c'est quelque chose que le grand maître faisait par lui-même, qui contenait une prière très spécifique qu'on devait réciter les samedis soirs. Et la première fois que je l'ai fait, j'étais chez moi, j'ai récité cette prière et soudainement, j'ai vu, proche de ma fenêtre, une distorsion. Un peu comme ce que tu vois sur l'asphalte lorsqu'une journée est très, très chaude. Une distorsion qui a bougé de gauche à droite, que j'ai vue de mes propres yeux. Donc, j'ai
ouvert, enclenché quelque chose avec le monde spirituel en faisant cette prière. Wow. Et je dois spécifier aussi que durant cette période, juste après l'initiation, je commençais à avoir plus de chamaillage avec mon père. Déjà, la relation avec mon père était relativement tendue. C'est un homme très colérique, mais je trouvais que par après, il y avait plus de confrontation avec lui. Ça s'est amplifié. Présence démoniaque, que j'ignorais à l'époque. Ouais, puis quand tu vois la distorsion, tu te dis-tu, je suis sur le bon chemin, là, comme ça? Dans ma tête, à cette époque-là, oui, parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Donc, moi, c'est comme, OK, c'est winner parce que j'ai fait la prière, ça a enclenché quelque chose, ça travaille. À cette époque-là, je ne comprenais pas le concept de démon. Fait que là, vous faites des meetings comme ça. Là, tu vas grandir là-dedans, dans le fond. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils nous demandent, qu'est-ce qui se passe à l'église? Tu viens, on va chanter de la musique. Les services sont diffusés. Oui. Il n'y a pas de secret. En loge maçonnique, comme je t'ai dit, c'est un peu plate. Il y a des pièces d'architecture qui sont lues. Après ça, des frères et des sœurs posent des questions. Il y a un échange. Ça parle de quoi, mettons? Parce que c'est juste pour être clair, une pièce d'architecture, c'est un document, c'est une recherche, c'est ça? C'est ça. Parce qu'il y a aussi, lorsque tu entres en franc-maçonnerie après ton initiation au degré d'apprenti, on te suggère des livres maçonniques de lecture qui expliquent tous les outils de la loge, comment se comporter, comment faire les signes et les attouchements, parce qu'il y a aussi une entrée d'urgence qui est un peu un rituel en tant que soi, que tu dois maîtriser si jamais tu entres dans la loge en retard. Il y a une procédure pour ça. Donc, il y a toutes sortes de choses à apprendre. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le tuilage. C'est quoi le tuilage? C'est une série de questions-réponses que tu peux entretenir avec un autre maçon pour déterminer sa compréhension du catéchisme maçonnique. Et dépendamment de ces réponses, tu peux savoir il est à quel degré. Et il y a aussi des phrases que tu peux dire si jamais tu es, mettons, tu es dans la compagnie de gens, ce qu'on appelle profanes, ceux qui ne sont pas des francs-maçons. Nous autres, maintenant. Nous autres. Et puis, si quelqu'un tenterait d'écouter vos conversations, tu dirais « Ah, la maison n'est pas couverte ou il pleut ». Ça, c'est un code pour dire qu'il y a quelqu'un qui essaie d'écouter la conversation qui n'est pas un franc-maçon. OK. Fait qu'à tous les maçons, il pleut. On écoute. Puis, t'es resté combien de temps dans tout ça? Presque 5 ans. J'ai quitté le 20 mars 2016. Pourquoi? Ça, Jer, c'est une très, très longue histoire. Mais pour garder ça court, les francs-maçons qui disent des personnes vertueuses, on dit dans la franc-maçonnerie, qui fait partie pas du tuilage, mais du catéchisme, qu'on élève des temples à la vertu et on y creuse des cachots pour les vices. C'est tout ça pour dire qu'on est des bons gars, on est des bonnes personnes. Et écoute, c'était des pourritures absolument horribles. Je faisais toutes sortes de choses croches. Il y avait un franc-maçon, Sylvain, qui avait une business où on travaillait les dossiers de crédit des gens. Et puis, il y avait toutes sortes de magouilles qui s'étaient faites. Il avait trompé un autre frère. L'autre frère avait capoté parce que le grand maître de la loge avait fait un move sur sa blonde. Et là, lui, il a quitté. Il a menacé d'exposer toutes sortes de choses. Donc, ils ont envoyé Franco, qui était très habile avec des ordinateurs, pour hacker son ordi. Non! Ouais. Hacker son ordi pour essayer de trouver n'importe quelle preuve qu'il pourrait avoir et les effacer. On a aussi appris par après que le grand maître, qui est ensuite devenu le passé grand maître de la loge, avait des aventures sexuelles avec des femmes de la loge en secret.
comment est-ce qu'on le sait? Parce que Franco, étant donné que lui faisait beaucoup de travail sur les ordi, avait été demandé par cette personne pour faire de l'entretien sur son système. Franco est tombé sur tout un paquet de vidéos qui avaient été enregistrées de toutes ses conquêtes. Et il y avait toute la preuve là sur l'ordi. Non, mais... Et j'ai demandé à Franco, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, rien. Parce que Franco, il était un peu du même côté de ça. Pour lui, c'était correct d'aller tromper des femmes à gauche et à droite. Donc lui, ça ne le dérangeait pas. Moi, ça me dérangeait. Il y a eu un clash avec tes principes. Ouais. Ça, et il y a eu aussi une situation où je faisais partie pendant une période très brève de la compagnie de Sylvain, la compagnie de crédit. Et il y a eu des choses qui ont été promises qui n'ont pas été tenues. Il y a eu beaucoup de déceptions là-dedans. Et j'ai vu que c'était vraiment juste des personnes absolument pourries. Et à ce point-là, je me dis, ou bien la franc-maçonnerie a complètement échoué dans son devoir de faire des personnes meilleures, ou c'est ça le programme. Et si c'est ça le programme, moi, je veux rien faire avec ça. Je sors, je quitte. En quittant, j'ai même donné une lettre de démission au vénérable maître, expliquant pourquoi j'ai quitté. Est-ce que c'est bien reçu? Ou si on essaie de te retenir et te dire qu'il faut que tu restes? C'est compliqué. Parce qu'à ce point-là, les scandales du vénérable maître, maintenant rendu passé grand maître, avaient été exposés. Il y a des documents qui sont sortis qui montraient que cette personne qui nous avait dit qu'il avait été initié franc-maçon à l'âge de 18 ans et qui avait baigné dans les ordres de sagesse toute sa vie, c'était complètement faux. Lui, il avait trouvé une lettre patente pour une loge dans une vente de garage en 2002, genre. Il avait ouvert sa propre loge maçonnique. Il avait menti à d'autres francs-maçons parce qu'il faisait partie d'une autre loge à l'époque. Il les avait menacés. Il avait dit que le pape lui avait ordonné à cette loge de l'initié 33e. Il avait même fait un paiement. Il était supposé de faire un paiement pour son initiation qu'il n'avait jamais fait, genre 5 000 $. Il avait offert 5 000 $ pour être initié. Ah ouais? Ouais. Un pot de vin. Et même là, il avait juste payé le 3/4 du pot de vin. Ils ont découvert ça. Il avait été radié de l'ordre maçonnique en 2004 ou dans les environs. Le problème, c'est que tous ces papiers-là ont été gardés confidentiels. Par contre, le grand maître et Sylvain ont découvert ces documents-là. Fait qu'il y a eu un énorme scandale durant cette période où moi j'ai quitté, parce que j'étais pas le seul. Et environ 80% des membres de la Grande Loge ont quitté. Oh, non, ouais. Dans une période de, je pense, 1 mois. Wow. Ouais. Wow. Mais à cette époque-là, j'ai quand même pas compris dans quoi je m'étais engagé. J'avais quitté la loge, j'avais quitté la franc-maçonnerie parce que j'ai été dégoûté par leur comportement. Mais je croyais toujours que le processus pour évoluer était le bon. Donc, je gardais encore des pensées du nouvel âge. Et c'est tellement bizarre parce que ce qui m'a vraiment fait comprendre dans quoi j'étais engagé, c'est un film d'horreur. Oh ouais? Ouais. Fortement déconseillé, mais il y a un film qui s'appelle Hereditary. OK. Où la mère, juste expliquer brièvement, la mère fait partie d'un ordre initiatique secret. La mère meurt et là, il y a toutes sortes de choses qui produisent dans la maison. Un des enfants meurt. Et là, il y a une femme qui approche la mère pour me dire « Est-ce que tu voudrais contacter ton fils, ta fille, je voudrais dire, qui est décédée? » Et ils font une séance. Et
il y avait tellement de phrases et de procédures qui étaient tellement proches de la franc-maçonnerie. Je me dis que ces gens-là savaient exactement ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont fait le film. C'est fictif, mais à peine. Et j'ai compris à ce point-là dans quoi j'étais engagé. Et à ce moment-là, j'ai complètement coupé tous les liens avec la franc-maçonnerie, tous les rituels. J'ai brûlé mes décors, j'ai détruit tous mes livres maçonniques, tout ce que j'avais qui pouvait me relier à la franc-maçonnerie, à tout ce qui est occulte, chamanisme, complètement détruit. Et c'est à ce point-là que les effets paranormaux ont cessé. Complètement cessé. Est-ce qu'il y a un moment de solitude dans ça, même si toutes les affaires paranormaux partent, mais tu étais investi dans une communauté, j'imagine que tu avais un groupe d'amis, vous? Tous mes amis étaient des francs-maçons. Fait que là, tu te retrouves seul. Je me retrouve seul. Comment tu vis ça? Difficilement. Très, très, très difficilement. Au point où je contemplais le suicide. Et dans ma tête, je savais exactement ce que j'allais faire pour m'enlever la vie. J'en avais parlé à personne. Je connaissais la procédure, je savais que ça fonctionnerait. Et un jour, je me suis chamaillé avec mon père. Grosse chicane. Grosse chicane. Très grosse chicane. Et j'ai appelé ma sœur, désespéré. Je pense que c'est là que Dieu a vraiment commencé à bouger, se rendre réel dans ma vie. Il a fait comprendre à ma sœur que, écoute, lui, il quitte le plan si tu ne l'aides pas. Elle vivait à Sutton à l'époque. Elle a conduit 2 heures pour venir me chercher, pour me ramener chez elle, parce qu'elle avait peur de ce que je pouvais faire. Mais c'était aussi que ton père, il était propriétaire de l'immeuble, right? Puis il t'a sorti. Ouais. C'est Il ça. m'avait dit, après la chicane, je te veux plus ici, quitte. Donc, je me retrouvais sans logement, sans abri. sans abri. Mon état financier, il me restait, je pense, 3 000 $ à mon nom. J'avais plus rien. J'étais au fond du fossé. Donc, je me retrouve chez ma sœur. C'était quel âge à ce moment-là? De 30, 40. 43, 44. OK. Et c'est à ce point-là où je me retrouve chez elle, en campagne, super belle place. Et pourtant, il n'y avait plus rien à l'intérieur. C'était vide. L'esprit de la mort avait pris le contrôle sur moi. Et c'était noir. Normalement, même quand tu es déprimé, tu sais qu'il y a toujours de l'espoir quelque part. L'espoir, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien. Et là, ma sœur, je pense, un peu commençait à capoter parce que c'était une situation quand même assez intense. Elle a dit, il faut que j'aille me coucher parce que là, c'est trop. Donc, moi, je m'installe sur son divan. Je suis seul. Je veux me tuer. Et là, même pas à voix haute, dans ma tête, je demande à Dieu, si t'es réel, j'ai besoin de toi. Je suis à la fin. Si t'es vrai, si tu existes, aide-moi. Et c'est à ce point-là où il y a quelque chose qui s'est produit de vraiment phénoménal. J'avais perdu tout espoir de vivre. Et là, soudainement, je pouvais voir dans ma tête mon père en tant que jeune garçon qui avait vécu des situations limites, qui avait été traumatisé. Et j'ai eu énormément de compassion pour lui. Et toute la peur, le désir de vouloir mourir a complètement fondu dans une période d'environ 20 minutes. Wow. Complètement transformé. Au point où je me lève par après, ma sœur se lève, elle me regarde,
Il m'a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est arrivé? Ton visage a complètement changé. Elle a vu la transformation. Et j'ai su à ce moment-là que je devais retourner à Montréal pour pardonner mon père pour ce qu'il avait fait. Et c'est ça que j'ai fait. Et cette sensation, cette paix intérieure, je l'ai ressentie une autre fois quand je suis arrivé à Good News Chapel. C'était la même sensation. Et c'est là que j'ai su, OK, je suis chez moi. Ça, c'est fou, cette histoire-là. Là. Comme, là, tu t'es excusé à ton père, puis pour moi, il y a de quoi de beau derrière, tu sais, comme quelqu'un qui pardonne un membre de famille. Comme oui, il y a nos amis, c'est important, mais tu sais, t'as un père, t'as une mère, tu sais, t'as frère, sœur, si t'en as, tu sais, mais... Mais plus que ça, Jer, si tu m'aurais demandé 1 heure auparavant les 100 choses à faire avant de mourir, pardonner mon père aurait été la 250e. Ouais. Je ne l'aurais jamais fait. Mais suite à cette rencontre avec Dieu, j'ai compris que j'étais moi-même coupable de plusieurs choses. Et j'avais le désir tellement fort de le pardonner, de le prendre dans mes bras. J'ai fait ça. On a pleuré ensemble. C'était merveilleux. Mais ça, c'est pas quelque chose qui arrive n'importe quand pour n'importe qui. C'est seulement si tu recherches Dieu sincèrement, si tu recherches Jésus sincèrement, il va se dévoiler à toi. Comme là. Il a enlevé le voile qui était sur mes yeux. Il a complètement dissipé, enlevé, éviscéré toutes les entités qui étaient autour de moi, parce qu'il y en avait énormément. J'ai jamais rien vécu comme ça. Voilà. Si toi aussi, tu es au bout du rouleau, tu es au désespoir, tu t'es rendu jusqu'ici dans la conversation, tu sais. Ce que John vient d'expliquer, moi, je l'ai vécu, Jill l'a vécu. Puis je sais même pas si à ce moment-là, tu avais la connaissance ou le référent biblique à l'idée de ce que ça prend pour accepter Jésus, mais pour recevoir cette paix-là, pour réconcilier, tu sais, je pense que c'est propre à beaucoup de gens qui sont victimes d'oppression puis qui sont pas bien avec Dieu, c'est qu'il y a des conflits intrafamiliaux. Voilà. Très souvent, je pense que c'est ça que ça reflète, puis au Québec, c'est une dynamique qui est super présente. Fait que si tu as le goût, toi aussi, de venir à Dieu, tu demandes un signe, mais c'est ça ton signe. On est 2 chauves puis un viette, puis on dit, voilà ton signe, accepte Jésus. Fait que si tu veux le faire, prie avec nous. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de cheveux. Non, après 1h30, lui aussi, les écailles se sont enlevés de ses yeux. Il n'y a pas beaucoup de cheveux dans cet épisode-là. Fait que si tu veux prier avec nous, on le fait comme ça. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu es mort pour moi. Parce que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es ressuscité. Et que tu reviendras bientôt. Et tu reviendras. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Et je vivrai pour toi. Et je vivrai pour toi. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Si tu as prié ça, la Bible dit quoi? 2 Corinthiens 5:17, est une nouvelle création en Christ. Amen. Le passé est effacé, toutes choses deviennent nouvelles. Yeah. Écris-nous, on veut le savoir. John a parlé de ce qui est arrivé quand il est venu à Good News Chapel. C'est notre église. Si vous n'êtes pas à Montréal, on commence à développer un petit peu un réseau puis à connaître certaines places. Fait que envoyez-nous un message, ça nous fait plaisir toujours de référer des... Ben, tu veux-tu vite compter comment tu es venu à Good News? Parce que c'est quand même fou. Ça, c'est une belle histoire aussi. OK. Donc, à ce point-là, j'avais commencé à lire ma Bible parce que de peut-être printemps 2017, quand que Jésus est intervenu dans ma vie, jusqu'à peut-être automne 2018, j'avais pas complètement compris ce qui s'est passé. Mais j'avais le leading de lire la Bible. C'est quelque chose que j'avais mis de côté pendant tellement longtemps, et là, j'ai finalement j'ai pris la décision de commencer à lire. Et très rapidement, j'ai compris que j'en avais par-dessus la tête. J'ai dit, Seigneur,
j'ai de la misère à comprendre ça. Est-ce que tu peux m'aider? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a aidé. Il m'a dit, va chercher certaines personnes sur YouTube. C'est des enseignants, c'est des professeurs, des gens qui enseignent la théologie. Ils vont t'aider à comprendre toutes ces affaires-là. Et j'avais aussi commencé à garder un journal sur tout ce que je trouvais aberrant dans la Bible. OK. Et à un moment donné, je m'arrête et je me dis, peut-être que je ne devrais pas faire ça. Puis là, il y a une voix dans ma tête qui dit, non, 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 donne-moi toutes tes objections et on va les contrer une par une. Et c'est ça que Dieu a fait. Fait que je veux juste être clair. Fait que tu dis les choses que tu voyais qui étaient aberrantes, c'est tu lis ça puis tu dis ben non, ça n'a pas d'allure. Voilà. C'est sûr que je ne ferai pas ça. Je suis pas d'accord avec ce qui est écrit ici. C'est ça. OK? C'est ça. Qui est souvent le sexe avant le mariage, la dîme. Mais aussi, Pas mal. il y avait des passages dans, ce que c'est Lévites, où on explique que tu ne devrais pas voir des voyants et toutes sortes de choses. Et je me sentais vraiment, il y avait une conviction à l'intérieur de moi et je me sens ciblé parce que j'ai fait ces choses. J'ai consulté avec des médiums. Mhm. Donc, j'ai compris maintenant pourquoi on ne devrait pas faire ces choses-là. Donc, je suis en train de lire ma Bible et là, on arrive vers les débuts de la COVID, je pense mars, avril 2020. Ouais. Dieu a mis sur mon cœur le désir de me joindre à une église, de trouver une famille. Et là, j'appelle toutes sortes d'églises. Ça, c'est fermé. Un autre ne répond pas au téléphone, ne répond pas à leur courriel, c'est mort. Et là, je trouve une vidéo de Pasteur Steve. Et je la regarde prêcher. Wow, lui, il y a vraiment des couilles. Désolé pour l'expression. Là. Écoute, il avait peur de rien. Et je me dis, je comprends pas. Il n'y en a pas comme ça au Canada. Des pasteurs comme ça au Canada. Et où sont l'église, amis? Et durant ce temps-là, j'avais trouvé, sans le savoir, une vidéo de Tiff Shuttlesworth. OK. Et tu sais qu'à la fin de toutes ces vidéos, il y a la prière de... Oui. De repentance. Ouais, de repentance. Et donc, j'avais fait cette prière peut-être une vingtaine de fois, juste pour être sûr que Dieu m'avait bien entendu. Juste, je vais prendre le temps. Tu l'as pris une fois, la prière. J'ai plein de gens qui me textent et qui me disent OK, là, je l'ai pris, ça fait une semaine. Qu'est-ce qui se passe après? Tu l'as pris une fois, Dieu t'a entendu, tout est effacé. Trouve-toi une Bible, lis-la, fais comme lui, cherche-toi une église. Exactement. Donc, c'est ça que je faisais. J'essayais de me trouver une église. J'ai trouvé une vidéo de Pasteur Steve en train de prêcher. Et je me dis, je veux être à cette église. C'est où? Je pensais que je la trouverais peut-être en Ontario, dans l'Ouest canadien. Aurais-tu été prête à déménager pour ça? Oui. À ce point-là, oui. Et là, je tombe sur le site de Good News Chapel. Je regarde leur mission, leur mission statement. Ça, c'est correct. 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 OK, je vais aller ici. C'est où? Là, je regarde l'adresse. Couture. Ça se peut pas. C'est à 10 minutes de chez moi. À pied. Ouais. Ça, c'est le sens d'humour de Dieu. Ouais. On cherche loin, mais c'est proche. Voilà. Amen. Amen. Ouais, c'est fou. Il y avait aussi un affaire que tu avais dit quand Dieu, tu sais, pour pardonner ton père, mettons. C'est comme une chose qui m'avait vraiment. Moi aussi, c'était ça. C'était comme je blâmais tout. Tout le monde, c'est la faute de tout le monde, là, pourquoi je me sentais de même. Mais il y a de quoi quand que, comme la grâce de Dieu rentre dans ton cœur, quel point tu peux donner de la grâce aux autres, tu sais. Ouais. C'est aussi une certaine prise de responsabilité. Exact. Pour des choses qu'on a fait. Puis ça permet de pardonner les autres pour ce qu'ils font. Puis aussi, puis c'est ça. Puis il n'y a rien de plus beau que ça, de pouvoir comme laisser aller un fardeau de quelqu'un que tu as détesté dans ton cœur. Comme ça, c'est beau. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'on pourrait tellement encore parler sur plein de choses. Tu sais, dans l'auto, on parlait de l'emprise spirituelle qui se passe ici à Montréal, avec tout ce que tu connais et tout ton background. Mais, tu sais, comme je pense que si ça vous intéresse à la maison, je pense qu'on pourrait te recevoir pour un deuxième épisode éventuellement, puis parler de ces choses-là avec tout ce que tu connais. Parce que là,
on en parlerait pendant un méchant bout. Puis ça fait déjà 1h30 environ. Je pense que le podcast, il roule, là. Wow. Ouais, ça a passé vraiment vite. Mais, fait que c'est ça. Fait que, regarde, commentez à la maison si ça vous intéresse une deuxième épisode avec John, avec toutes ses connaissances. Si vous avez d'autres questions, on va pouvoir te les poser aussi. Commentez dans les commentaires. Mais ça a été une fou histoire. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci de m'avoir recueilli. Vraiment. Moi, je vais faire, je sais pas si tu veux plugger les montres? Non, c'est OK. Ton livre? même pas. Ton Instagram, il est dans la description? Il est dans la description. Fait que, si vous voulez venir me voir sur Instagram, vous avez l'adresse. Let's go. Fait que c'est pas mal tout. T'as d'autres choses à Tu veux-tu plugger les Parking Warriors? Comment ça s'appelle? Parking Gladiators. Parking Gladiators? Mais ça, s'ils trouvent mon Instagram, ils vont le trouver. Fait que allez voir son Instagram. John, il crée du contenu. Moi puis John, on a comme commencé à créer du contenu à peu près en même temps. Puis il y a un cœur pour ça. Puis toutes les aventures. Fait que John, il était. Parce que t'es plus en charge du parking. Non, je sais. Still, OK. Fait que John, il est en charge du parking à l'église. Il y a tous les clips. Les aventures sont là. Parking Gladiators, vous allez vous amuser. Venez me dire bonjour. Yes, sir. Bon, ben, c'était tout. Un gros merci encore une fois à nos fiers commanditaires. Vous savez, Nicolas Tang, courtier hypothécaire #1, puis aussi Victor Saint-Jacques avec agencybuilder.ca. Si vous voulez nous supporter, Patreon, allez vous abonner. Des épisodes nouveaux à chaque semaine. Yes, sir. C'est là que ça se passe. Patreon, c'est la meilleure façon de nous encourager. Encore une fois, like, subscribe, commentez si ce n'est pas encore fait. Partagez sur tous vos réseaux sociaux. C'est grandement apprécié. Puis ça l'aide à propulser le message de Jésus. Puis sinon, je pense que c'est tout pour nous. Now I'm better. Ouais. Tu vois des photos? Qu'est-ce qu'on fait, Léo? On va filmer une poignée de main. Un autre attouchement. Un attouchement. Un attouchement complet. Fait que si vous aimez les attouchements, regardez l'épisode, il y en a plus, mais là, on vous montre l'attouchement du grand maître, Du grade de maître. du grade de C'est maître. le 3e degré. Puis là, tu disais que tu vas me le montrer, Ouais. puis après ça, si je regarde des photos historiques, des affaires comme ça, Tu vas les reconnaître. vas-y. OK. Premièrement, pied contre pied. Avance ton pied droit. OK? Genou à genou. Oh my gosh, Ok. c'est weird. Main à main. OK? Main dans le dos. OK? Bouche à oreille. Ça c'est de l'attouchement de maître. OK? Mais là, mais dans un contexte, mettons, là, on est dans un party, t'arrives juste comme ça, puis c'est... Si tu le sais, tu Ouais. peux le faire. Mais Fais-le rapidement pour pas que ça a l'air weird, mettons. C'est ça que tu veux c'est sûr dire? que ça va avoir de la weird, mais mettons qu'on arrive... Non, mais si t'es bien calé puis tu le fais comme ça, c'est tellement rapide, les gens s'en rendent même pas compte. Mais comment je sais que t'es un maître? Il fallu que je commence, parce que là, on... Spoiler qu'une alert, personne- là. Non, mais c'est que On fait les autres. tu tapes 6 fois sur l'épaule, genre. Si t'es une personne que tu connais, tu sais que c'est un maître, tu peux faire ça. Si c'est une personne que tu connais pas, tu fais jamais une chose. OK, fait que tu prends pas une chance, tu t'exposes pas. Absolument pas. OK. Mais Il y en a combien de maîtres au Québec? Je ne sais pas, mais des loges maçonniques, Ouais. il y en a énormément. La sensation d'oppression que Jérémy et moi, on ressent sur Montréal, je pense que c'est largement à cause de ça. Il y a beaucoup de loges maçonniques qui travaillent dans l'énergie ici. Oh! Et on doit lutter contre ça. Fait que ça, c'est pour le prochain épisode. On s'en vient pour vous, les maîtres des loges. Jésus s'en vient pour vous. est-ce qu'on leur montre notre poignée de main pour le Chubby Club? On a une poignée de main ici. Chubby Club? Ouais. That doesn't sound right. En tout cas, ça sound right pour un des deux, mettons. Ah oui. Je sais même pas que ça attend, je sais même pas. Oh! Oh my gosh! C'est assez pour ce podcast, là. My gosh, Chubby Club. il y a de la force dans cette banane. Oh my gosh!